Ma femme a déclaré que son ex-mari faisait partie de la famille depuis plus longtemps que moi, puis elle a acheté son billet d'avion sans me le dire. Je n'ai pas discuté. J'ai fait mes valises, et je suis parti. 30 minutes plus tard, elle a pris un appel, et son visage a blêmi. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Ma femme a acheté le billet sans me le dire, comme ça, sans aucune conversation préalable. Sans demander mon avis, sans même en parler comme d'une possibilité. Un jour, je suis rentré du travail, et il y avait un billet d'avion supplémentaire sur la table de la cuisine, avec le nom d'Uriel imprimé dessus. L'ex-mari, le père biologique de Diana, allait voyager avec nous 3 jours plus tard. Quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle m'a regardé avec un calme que j'ai encore du mal à décrire, et a dit une chose que je n'oublierai jamais, tant que je vivrai. Il fait partie de notre famille depuis bien plus longtemps que toi. Ma fille mérite d'avoir sa mère et son père. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas mise sur la défensive. Elle l'a dit comme quelqu'un qui annonce la météo. Comme si c'était une évidence que j'aurais dû comprendre depuis longtemps. Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti ma valise, et j'ai commencé à plier mes vêtements en silence. 30 minutes plus tard, je franchissais la porte. Et ce qui s'est passé ensuite, ce que Saria a entendu lorsqu'elle a répondu à ce téléphone, c'est exactement là que nous allons en venir. Mais d'abord, vous devez comprendre certaines choses. Vous devez savoir qui je suis, d'où je viens, et ce que j'ai construit pendant près d'une décennie dans cette maison. Car si vous ne savez pas cela, ce que j'ai fait par la suite n'aura pas le poids qu'il mérite. Je m'appelle Benjamin. J'ai 46 ans. Je ne suis pas un homme qui fait des scènes ou qui se lance dans de bruyantes disputes. Je ne l'ai jamais été. Je suis le genre de type qui se lève avant tout le monde, prépare le café, vérifie que rien ne manque, et part travailler sans faire le moindre bruit. Le genre qui résout les problèmes calmement, et qui préfère une action concrète à 1000 mots vides de sens. Je travaille dans la logistique depuis 16 ans. Je coordonne les itinéraires de distribution pour une entreprise de taille moyenne. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable, c'est régulier. Et toutes ces années, cela m'a permis de faire vivre un foyer, sans que personne n'ait à se demander si les factures seraient payées à la fin du mois. J'ai rencontré Saria il y a 9 ans. Elle avait déjà une histoire bien remplie. Elle avait une fille de 5 ans, nommée Diana, issue d'un précédent mariage avec Uriel. Ce mariage s'était terminé par des promesses brisées, et par la disparition d'Uriel de leur vie pendant plus d'1 an. Saria était seule, elle travaillait comme assistante administrative, et subvenait aux besoins d'une petite fille avec les moyens du bord. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, je ne me suis pas lancé dans cette situation avec naïveté. Je savais ce que cela impliquait d'être avec une femme qui a un enfant. Je savais qu'il y avait un passé, des blessures invisibles, et un homme qui pouvait réapparaître à tout moment. Je l'ai accepté. Je l'ai choisi, avec tout ce que cela comportait. Les premiers mois avec Diana ont été lents. Je n'ai pas essayé de gagner son affection avec des cadeaux ou des promesses. Je m'asseyais à côté d'elle quand elle faisait ses devoirs. Je lui posais des questions simples. Je l'écoutais parler de son école, de ses amis, d'un professeur qu'elle n'aimait pas. J'étais présent, sans rien forcer. Un mardi après-midi, Saria a dû rester tard au travail, et m'a demandé d'aller chercher Diana à l'école. C'était la première fois que je le faisais seul. La petite m'a vu au portail, a hésité une seconde, avant de marcher vers moi. Cette petite seconde m'en a dit long sur ce qu'elle avait vécu auparavant. Dans la voiture, elle n'a pas beaucoup parlé. Mais quand nous sommes rentrés à la maison, et que je lui ai préparé un sandwich pendant qu'elle sortait ses livres, elle m'a regardé, et m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle m'a demandé si j'allais toujours venir la chercher. Elle avait 6 ans, et elle savait déjà comment poser cette question. Je lui ai répondu que oui, et j'ai tenu cette promesse pendant des années, sans faillir une seule fois. J'ai épousé Saria 3 ans après notre rencontre. La cérémonie fut intime, juste la famille proche. Pas de grands discours, ni de célébrations exagérées. Nous nous sommes installés dans l'appartement que j'avais acheté des années auparavant, avec mes propres économies et un prêt. Il m'a fallu presque une décennie pour le rembourser. Je l'ai transformé en un foyer pour nous 3, sans la moindre hésitation. Je n'ai jamais vu cela comme un sacrifice, mais comme une décision. Diana est entrée dans une école privée la même année. Pas la plus chère de la ville, mais une école où les classes étaient petites,
et où les professeurs connaissaient chaque élève par son prénom. Cela coûtait 600 € par mois. Je couvrais cette dépense ponctuellement, sans que Saria ait besoin de me le demander ou de me le rappeler. Cela faisait partie de la routine, comme éteindre les lumières, ou vérifier s'il y avait de l'essence dans la voiture. Quelque chose que l'on fait tout simplement, parce que ça doit être fait. Quand Diana a eu besoin d'un appareil dentaire à 10 ans, c'est moi qui ai cherché le spécialiste. C'est moi qui ai comparé les options, qui me suis assis avec le médecin pour comprendre le processus. Au total, cela a coûté 2000 €, étalé sur plusieurs mois. Saria m'en a remercié ce soir-là. Diana m'a serré dans ses bras, avec une force que je n'attendais pas d'une si petite fille. Son visage était encore un peu gonflé par le premier rendez-vous, et elle est restée comme ça un moment, sans rien dire. Je n'avais pas besoin qu'elle dise quoi que ce soit. Il y a eu une nuit, quand Diana avait 11 ans, où elle s'est réveillée avec une forte fièvre, passé minuit. Saria était épuisée par une semaine de travail difficile, et n'a rien entendu. C'est moi qui ai entendu les pleurs. C'est moi qui suis allé dans sa chambre, qui ai pris sa température, et qui ai vu qu'elle atteignait presque les 39 degrés Celsius. Je l'ai portée jusqu'au salon, je lui ai donné ses médicaments, j'ai posé un linge froid sur son front, et je suis resté assis sur le canapé à côté d'elle, jusqu'à ce que la fièvre commence à baisser. Il était presque 4 heures du matin quand elle s'est enfin rendormie. Le lendemain, Saria ne savait même pas ce qui s'était passé. Je ne le lui ai pas dit. Je ne m'en suis pas servi comme argument lors d'une dispute. Je n'en ai pas fait une dette. Ça s'était passé, un point c'est tout. C'était ce que je faisais, et c'était ce que j'étais à l'intérieur de cette maison. En 8 ans, je n'ai pas failli une seule fois. Ni avec les dépenses, ni avec les horaires, ni avec les urgences. J'étais présent à chaque réunion de l'école, à chaque fête de fin d'année, à chaque moment où quelqu'un devait être là. Non pas parce qu'on me l'exigeait, mais parce que c'est ce que je suis. Uriel, pendant ce temps, apparaissait et disparaissait au gré du vent. Il y avait des moments où il envoyait un peu d'argent, environ 200 € par mois, qui arrivait de façon très irrégulière. Parfois 2 mois de suite, parfois avec 3 mois de silence entre les deux. Il y a eu une année entière, quand Diana avait 8 ans, où il n'a pas appelé une seule fois. Ni pour son anniversaire, ni pour Noël, rien du tout. Saria trouvait toujours une explication. Elle disait qu'il traversait une période difficile, que son travail était compliqué, que la distance l'affectait plus qu'il ne savait l'exprimer. J'écoutais ses explications, je hochais la tête, et je continuais à faire ce que j'avais à faire. Non pas parce que j'étais un saint, mais parce que se disputer à ce sujet ne changerait rien. Ce dont Diana avait besoin, ce n'était pas d'une conversation sur Uriel. Elle avait besoin de stabilité, et je la lui ai donnée. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Quelque chose de petit, au début. Si petit que pendant des mois, je me suis convaincu que je m'imaginais des choses. À chaque fois qu'Uriel appelait, quelque chose changeait chez Saria. Elle devenait plus animée, plus légère. Comme si quelque chose s'illuminait en elle, au son de cette voix à l'autre bout du fil. Les conversations duraient plus longtemps que ce à quoi je me serais attendu. Il y avait des rires que je n'avais pas entendus dans notre salon depuis un bon moment. Elle ne le disait pas à voix haute, elle ne faisait rien de différent. Mais quelque chose dans son énergie était différent quand il appelait. Un soir, je me suis levé après minuit, parce que je n'arrivais pas à dormir. J'ai trouvé Saria dans la cuisine, son téléphone à la main. Elle tapait un message avec un sourire, qui a disparu à la seconde même où elle m'a vu. Elle m'a dit que c'était un groupe d'amis. J'ai hoché la tête. Je lui ai demandé si elle voulait de l'eau, elle a répondu que non. Je suis retourné me coucher, mais quelque chose en moi est resté éveillé cette nuit-là, et ne s'est jamais rendormi. Les mois suivants ont été étranges, d'une manière difficile à expliquer. Il n'y a eu aucune dispute, aucune accusation. Aucun moment dramatique que je pourrais pointer du doigt pour dire, c'est là que tout a changé. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus lent. Comme lorsque l'eau commence à s'infiltrer par une petite fissure dans un mur. Vous la voyez, mais vous vous dites que ce n'est rien. Que vous vous en occuperez, que ce n'est pas urgent. Jusqu'au jour où le mur ne tient plus. Saria était toujours la même, en apparence. Elle rentrait du travail, demandait comment s'était passée la journée. Nous dînions ensemble la plupart des soirs. Mais quelque chose dans la texture de nos conversations avait changé. Elles étaient plus courtes, plus superficielles,
comme si nous parlions de tout, sauf de ce qui importait vraiment. Diana, de son côté, était toujours Diana. Déjà 14 ans, avec cet étrange mélange d'enfants et d'adultes propres aux adolescents. Elle me racontait des choses sur l'école, me demandait mon avis sur ses cours. Parfois, elle s'asseyait à côté de moi sur le canapé, pendant que je regardais les informations. Elle était juste là, sans avoir besoin de parler. C'étaient les moments que j'appréciais le plus, et ceux qu'il m'était le plus difficile d'imaginer perdre. C'est à cette époque que Saria a commencé à mentionner Uriel plus fréquemment. Au début, ce n'était que de petites remarques. Uriel avait appelé pour parler à Diana, Uriel pensait venir lui rendre visite bientôt, Uriel avait trouvé un travail plus stable, et voulait être plus présent dans la vie de sa fille. J'écoutais ses commentaires, et je répondais par des phrases courtes. Bien. C'est gentil. Je suis content que Diana puisse avoir cette relation avec lui. Et je le pensais vraiment. Je n'ai jamais eu de problème à ce que le père biologique de Diana soit présent. Un père de plus dans la vie d'une fille n'est pas une menace. Je le comprenais, et je l'acceptais. Mais ce que je ne comprenais pas, c'était autre chose. C'était la façon dont le nom d'Uriel commençait à prendre de plus en plus de place dans notre maison. Pas seulement dans les conversations au sujet de Diana, mais dans des commentaires fortuits, qui n'avaient pas lieu d'être. Que Uriel avait dit ceci, qu'Uriel pensait cela, qu'Uriel avait beaucoup changé ces dernières années. Un après-midi, je suis rentré plus tôt que d'habitude, car une réunion au travail avait été annulée. La porte n'était pas verrouillée, ce qui était étrange. Je suis entré, et j'ai entendu Saria parler au téléphone dans la chambre. La porte était entr'ouverte. Je ne me suis pas arrêté pour écouter exprès, mais j'ai capté le ton de sa voix avant qu'elle ne me voie. C'était ce ton-là. Le même que celui des nuits dans la cuisine. Léger, chaleureux, avec un petit rire étouffé, qu'elle a coupé net quand mes pas dans le couloir lui ont fait réaliser que j'étais là. Elle est sortie de la chambre, le téléphone déjà rangé dans sa poche, et m'a demandé s'il s'était passé quelque chose, car elle ne m'attendait pas si tôt. Je lui ai répondu que non, que la réunion avait simplement été annulée. Elle a hoché la tête, et est allée dans la cuisine pour préparer quelque chose. Je suis resté dans le couloir quelques secondes de plus que nécessaire. Je n'ai rien dit. J'ai gardé ce sentiment quelque part dans ma poitrine, et j'ai continué ma journée. Les semaines qui ont suivi, j'ai instauré dans la maison un calme que je m'imposais à moi-même. Je me suis concentré sur le travail, sur Diana, sur les choses que je pouvais contrôler. Il y a eu un après-midi où Diana est rentrée de l'école avec un mot de son professeur, disant qu'elle avait besoin de matériel spécial pour un projet de science. Il y en avait pour près de 80 € de fourniture. Je suis allé les acheter l'après-midi même. Je les ai déposés sur son bureau, et je n'ai rien dit. Elle m'a trouvé alors que je sortais de sa chambre, et m'a fait un câlin rapide. Ces câlins-là, naturels et sans cérémonie, comme ceux de quelqu'un qui a déjà la certitude que l'autre personne sera toujours là pour elle. C'est ça que j'avais construit. Non pas avec des mots, mais avec du temps. C'est un mardi soir que Saria m'a dit pour la première fois qu'elle pensait inviter Uriel pour le voyage. Elle l'a dit comme ça, comme si c'était une idée qui venait de lui traverser l'esprit, alors qu'elle rangeait la vaisselle après le dîner. J'étais encore assis à table, mon café à la main. Elle m'a expliqué que ce voyage était important pour Diana. Que c'était la première fois qu'elle verrait la mer. Que ce serait spécial pour elle d'avoir ces deux figures paternelles présentes. Que Uriel faisait de réels efforts pour s'impliquer davantage, et que ce serait l'occasion de consolider tout cela. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Quand elle a fini, je ne lui ai posé qu'une seule question, je lui ai demandé si elle avait pensé à ce que ça me ferait ressentir. Il y a eu une courte pause, mais elle était bien là. Elle m'a répondu qu'elle espérait que j'étais assez mature pour comprendre que c'était pour le bien de Diana, et que cela ne tournait pas autour de moi. J'ai hoché la tête, et je n'ai rien ajouté. Je me suis levé, j'ai lavé ma tasse, et je suis allé dans la chambre. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais furieux, mais parce que quelque chose dans cette conversation m'avait laissé une clarté inconfortable. L'une de ces clartés que l'on fuit pendant des mois. Car tant qu'on ne met pas de mots dessus, on peut continuer à fonctionner normalement. Mais une fois qu'elle apparaît, on ne peut plus l'ignorer. Les jours qui ont suivi cette conversation, j'ai vécu les yeux plus grands ouverts que je ne l'avais fait depuis longtemps. J'ai commencé à remarquer des choses que je laissais passer auparavant. J'ai remarqué que lorsque je rentrais à la maison,
la première personne à m'accueillir était toujours Diana. Saria levait parfois les yeux de son téléphone, d'autres fois non. J'ai remarqué que les décisions concernant le voyage, l'hôtel, les activités, les horaires. Elle les prenait toute seule, sans me consulter. J'apprenais l'existence de plans déjà arrêtés, mais pas pendant qu'ils étaient en train de se faire. J'ai aussi remarqué que, lors d'un appel avec sa sœur que j'ai surpris depuis le salon, Saria a parlé pendant 20 minutes sans me mentionner une seule fois. Elle a parlé de Diana, elle a parlé du voyage, et elle a parlé d'Uriel. Je n'existais pas dans cette conversation. Je n'ai rien dit. J'ai rangé tout cela au même endroit que le reste. Cet endroit dans ma poitrine qui, une fois plein, commence à peser d'une manière qu'on ne peut plus ignorer. Et puis ce jour est arrivé. Je suis rentré du travail, j'ai vu le billet sur la table de la cuisine, et j'ai su avant même de demander. J'ai su à la seconde où j'ai vu ce nom imprimé sur le papier. Uriel. Avec une date, une place attribuée, avec tout qui était déjà prêt. Sans que personne ne m'ait rien dit. Sans que personne n'ait jugé nécessaire de le faire. Je lui ai demandé ce que c'était, et elle m'a regardé avec ce fameux calme. Ce calme qui n'est pas de la paix, mais de la distance. Elle m'a répondu qu'elle l'avait acheté parce que c'était la bonne décision pour Diana. Que Uriel faisait partie de cette famille depuis avant moi, et que sa fille méritait d'avoir sa mère et son père pour ce voyage. J'ai attendu qu'elle termine. Je lui ai demandé si elle avait pensé à me demander mon avis avant de le faire. Elle m'a répondu qu'elle savait que je ne comprendrais pas. Et c'était tout. Il n'y a eu aucune autre explication, aucune excuse, aucun geste pour indiquer que ma place dans cette maison, dans cette famille, et dans cette vie que j'avais aidé à construire pendant 8 ans, signifiait quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Je suis resté debout devant elle pendant quelques secondes. Puis je suis allé dans la chambre, j'ai pris ma valise dans le placard, et j'ai commencé à plier mes vêtements en silence. J'ai plié chaque vêtement avec soin. Je ne l'ai pas fait sous le coup de la colère. Je n'ai rien jeté. Je n'ai rien frappé. Je n'ai fait aucun bruit qui aurait pu être interprété comme une scène. J'ai plié les vêtements comme je le fais toujours, calmement, avec ordre, en plaçant chaque chose à sa place dans la valise. Il y avait quelque chose de presque mécanique dans ce moment. Comme si mes mains savaient exactement ce qu'elles faisaient, pendant que ma tête assimilait encore ce qui venait de se passer. Saria est entrée dans la chambre alors que j'avais déjà rempli la valise à moitié. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que je faisais ce qu'elle avait clairement désigné comme la chose à faire. Que si Uriel faisait partie de cette famille avant moi, alors j'étais celui de trop pour ce voyage. Et que si j'étais celui de trop pour ce voyage, j'avais besoin de réfléchir pour savoir si je n'étais pas aussi de trop dans d'autres aspects de ma vie. Je ne l'ai pas dit de manière dramatique. Je l'ai dit d'une voix basse, sans me tourner pour la regarder, tout en continuant à plier. Il y a eu un silence. Ensuite, elle a dit que j'exagérais. Que je me comportais comme un enfant. Que c'était exactement le genre de réaction qu'elle attendait de ma part, et que c'était pour cela qu'elle ne m'avait pas consulté, parce qu'elle savait que je ne comprendrais pas. Cette dernière phrase m'a stoppé un instant. Car il y avait là, de nouveau, cette logique qui justifie tout, je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu ne comprendrais pas, comme si le problème n'était pas la décision qu'elle avait prise, mais ma réaction face à celle-ci. Comme si c'était moi qui échouais quelque part. Je n'ai pas répondu. J'ai fini de plier ce qu'il me restait, j'ai fermé la valise, je l'ai descendu du lit, et je suis allé dans la salle de bain pour prendre mes affaires de toilette. Brosse à dents, mes médicaments pour la tension que je prends depuis 2 ans, mon rasoir. J'ai mis tout ça dans une petite trousse, que j'ai posée au-dessus des vêtements. Saria se tenait toujours dans l'encadrement de la porte de la chambre. Elle m'a dit que si je franchissais cette porte, je ferais une énorme erreur. Que j'étais en train de détruire une famille pour une crise de colère. C'est le mot qu'elle a utilisé. Crise de colère. J'ai pris la valise, je l'ai posée sur le sol, les roues vers le bas, et je l'ai tirée vers le couloir. Diana était dans sa chambre, avec son casque sur les oreilles. Elle n'a rien entendu. Je suis passé devant sa porte fermée, je me suis arrêté exactement 2 secondes, puis j'ai continué jusqu'au salon. J'ai décroché les clés de la voiture sur le crochet près de l'entrée. Juste les clés de la voiture. J'ai posé les clés de l'appartement sur la petite table de l'entrée, avec un soin que je ne pouvais pas m'expliquer sur le moment, mais que je comprends parfaitement aujourd'hui. J'ai ouvert la porte principale, j'ai sorti la valise,
et j'ai refermé derrière moi. Pas en claquant la porte, mais avec le clic doux et précis de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. J'ai descendu les escaliers, j'ai mis la valise dans le coffre, je me suis assis sur le siège conducteur, et je suis resté là un moment, sans démarrer le moteur. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. J'étais juste immobile, les mains sur le volant, regardant l'immeuble de l'extérieur, pour la première fois depuis longtemps. J'ai pensé à l'après-midi où je l'avais acheté. J'avais 32 ans, et j'étais seul. J'avais signé l'emprunt avec un mélange de fierté et de panique dont je me souviens encore très clairement. C'était un petit appartement, au 2e étage, avec une fenêtre dans le salon qui donnait sur un arbre. Il m'a fallu 9 ans pour rembourser ce prêt. 9 ans de paiement ponctuel, de restrictions sur d'autres dépenses pour ne pas prendre de retard, de construction de quelque chose qui était entièrement à moi. Quand Saria et Diana sont arrivés dans cet appartement, la première chose que j'ai faite a été de changer les rideaux. Diana trouvait que ceux qui étaient là étaient trop sombres, et ne laissaient pas bien passer la lumière. J'y suis allé un samedi matin, j'en ai acheté de nouveaux, et je les ai installés l'après-midi même. Je n'en ai jamais parlé comme d'un geste. C'était simplement ce qui devait être fait. J'ai démarré le moteur. J'ai appelé ma sœur, Lilia, en conduisant. Elle a répondu à la 2e sonnerie, comme toujours. Je lui ai dit que j'avais besoin de rester chez elle pendant quelques jours. Je n'ai rien expliqué pour le moment. Elle ne m'a posé aucune question non plus. Elle a juste dit oui, et qu'elle me laisserait la clé sous le paillasson. C'est ça, Lilia. Pas de questions inutiles, pas de drame superflu, juste de la présence. Je suis arrivé chez elle 40 minutes plus tard. J'ai laissé la valise dans la chambre d'amis, je me suis assis dans sa cuisine, et j'ai accepté le café qu'elle m'a offert sans même que je le demande. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Lilia a ce talent rare de ne pas combler les silences par des mots inutiles. Finalement, je lui ai tout raconté. Je lui ai tout dit, le billet sur la table, la phrase de Saria, les mois précédents, les nuits dans la cuisine, la conversation où elle me disait espérer que je serais assez mature. Absolument tout. Lilia m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle n'a pas dit que Saria était une mauvaise personne. Elle ne m'a donné aucune de ces réponses automatiques que les gens font quand ils ne savent pas quoi dire, mais qu'ils sentent qu'ils doivent le faire. Ce qu'elle m'a dit, c'est ceci. Elle m'a demandé, « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et cette question, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Car sur le chemin de sa maison, en conduisant dans ces rues que je connais par cœur, quelque chose avait commencé à se mettre en place en moi. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas non plus de la tristesse, ou du moins pas seulement cela. C'était quelque chose de plus froid, de plus clair. Comme quand une tempête se termine, que l'air est pur, et que l'on peut voir avec une précision qu'on n'avait pas auparavant. J'avais construit quelque chose pendant 8 ans. 8 ans de paiement, de présence, de décisions prises en silence, parce que c'était la chose juste à faire. 8 ans durant lesquels je n'ai jamais demandé de reconnaissance, je n'ai jamais utilisé ce que je donnais comme argument de dispute, je n'ai jamais mis un prix sur ce que je faisais. Et pendant tout ce temps, sans que je ne le voie vraiment venir, quelque chose avait changé dans cette maison. Les espaces que j'occupais s'étaient réduits. Les décisions importantes étaient prises sans moi. Mon opinion était devenue un obstacle à contourner, plutôt qu'une voix à écouter. Cela ne s'était pas fait du jour au lendemain. Cela s'était produit lentement, par couches successives. De la même façon que l'on finit par ne plus remarquer un meuble qui a toujours été à la même place. J'étais devenu une partie du décor. Fonctionnel, utile, mais remplaçable lorsqu'il y avait quelque chose de plus important à gérer. Le billet d'Uriel sur cette table n'était pas seulement une décision concernant un voyage. C'était le résumé de tout ce qui s'était passé ces dernières années, couché sur papier avec un nom et une date de vol. J'ai répondu à Lilia que je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais que je savais une chose, que j'allais arrêter de faire quelque chose que je faisais depuis 8 ans. Que j'allais arrêter d'agir comme si ma place dans cette vie était quelque chose que je devais mériter chaque matin. Lilia a hoché la tête lentement, et a dit que ça lui semblait être une bonne chose. Cette nuit-là, j'ai dormi plus que je ne l'espérais. Sans somnifère, sans me tourner et me retourner pendant des heures. Un sommeil lourd et immobile, dont je ne me souvenais pas au réveil, mais qui a laissé ma tête plus claire qu'elle ne l'avait été depuis très longtemps. Le lendemain matin, je me suis levé tôt,
comme toujours. J'ai préparé du café, je me suis assis devant la fenêtre de la cuisine de Lilia, et j'ai commencé à faire 3 choses dont je n'ai parlé à personne sur le moment. 3 choses qui allaient changer tout ce qui a suivi. La première chose que j'ai faite ce matin-là, c'est d'appeler un avocat. Pas n'importe quel avocat, un homme que je connaissais depuis des années, nommé Santiago, qui s'était occupé des démarches légales lors de l'achat de l'appartement. J'avais gardé des contacts sporadiques avec lui depuis. Je l'ai appelé à 8 heures du matin, ce qui est une heure indécente pour appeler quelqu'un qui n'est pas un parent proche. Mais Santiago fait partie de ces hommes qui répondent toujours. Il m'a dit qu'il pourrait me recevoir l'après-midi même. La deuxième chose que j'ai faite, a été de revoir tous mes documents. Lilia avait une imprimante dans son bureau. Je lui ai demandé la permission, et je me suis assis là pendant près de 2 heures, à examiner des papiers que je n'avais pas touchés depuis des années. Les actes de propriété de l'appartement, le contrat d'achat initial, les relevés bancaires du prêt hypothécaire désormais remboursé. Tout était à mon nom. Tout avait toujours été à mon nom. Quand j'ai épousé Saria, nous n'avions jamais modifié ce document. Parce qu'à l'époque, ça ne semblait pas nécessaire, et parce que, honnêtement, je pensais que ça n'aurait jamais d'importance. Ce jour-là, cela en avait une. La troisième chose que j'ai faite était plus simple, mais d'une certaine manière, la plus difficile, j'ai écrit un message à Diana. Ce n'était pas un long message. Il n'expliquait rien de ce qui s'était passé entre sa mère et moi. Parce que ce n'était pas un fardeau qu'elle devait porter. Je lui ai simplement dit que j'allais bien, que j'étais chez ma sœur pour quelques jours, et que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle pouvait m'écrire ou m'appeler à n'importe quel moment. Que ça ne changerait jamais. Il m'a fallu presque 20 minutes pour écrire ces 3 lignes. Non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que, pendant que j'écrivais, je réalisais à quel point il était important pour moi qu'elle le prenne bien. Qu'elle n'ait pas l'impression que je l'abandonnais. Qu'elle comprenne, du mieux qu'une fille de 14 ans peut le faire, qu'il y a des choses qui se passent entre les adultes, et qui n'ont rien à voir avec l'amour qu'on lui porte. Je l'ai envoyé. J'ai vu qu'elle l'avait lu. Elle n'a pas répondu tout de suite, et ce n'était pas grave. Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate. Cet après-midi-là, je suis allé voir Santiago. Son bureau était situé au centre-ville, dans un vieux bâtiment aux couloirs étroits et aux portes en bois grinçantes. J'avais toujours aimé cet endroit. Il dégageait quelque chose de permanent, de solide. Ce dont j'étais particulièrement reconnaissant ce jour-là. Je lui ai exposé la situation, avec la précision de quelqu'un qui a eu des heures pour ordonner les faits sans émotion inutile. Juste les données, l'appartement, la propriété, le mariage, les années, la situation actuelle. Santiago m'a écouté avec cette attention tranquille propre aux bons avocats. Ceux qui n'interrompent pas, ne font pas de grimaces, et ne vous disent pas ce que vous voulez entendre avant d'avoir compris ce que vous avez besoin de savoir. Quand j'ai eu fini, il m'a exposé la situation avec la même clarté. L'appartement était à mon nom avant le mariage. Cela en faisait mon propre bien, et non un bien matrimonial. En termes légaux, j'avais l'entière autorité pour en disposer sans avoir besoin de l'autorisation de Saria. Je pouvais le vendre, le louer, ou simplement le récupérer comme résidence principale si je le décidais. Il m'a dit que si je voulais entamer une procédure de séparation, il était conseillé de le faire avec méthode et documentation, de ne pas agir impulsivement, et de bien réfléchir au timing. Je lui ai répondu que je n'agissais pas par impulsion. Que j'y réfléchissais depuis bien plus longtemps qu'il ne l'imaginait, sans même le savoir moi-même. Santiago a hoché la tête. Il m'a dit que la première chose à faire était de définir ce que je voulais qu'il advienne de l'appartement. Je lui ai répondu que je voulais le vendre. Il y a eu une petite pause. Il m'a demandé si j'en étais sûr, non pas comme une question, mais par protocole. Comme un médecin qui vous demande si vous comprenez la procédure avant de vous faire signer. J'ai répondu oui. Il m'a expliqué les étapes. Il y avait un couple qui cherchait quelque chose dans ce quartier depuis des semaines, et son agent immobilier prospectait des propriétés similaires. Le prix du marché pour un appartement comme le mien dans ce bâtiment se situait entre 95 000 € et 105 000 €, selon la négociation. Si je voulais faire vite, nous pouvions fixer un prix compétitif et obtenir une offre formelle en moins de 2 semaines. Je lui ai dit que ça me convenait. J'ai quitté ce bureau avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas de l'euphorie, ni de la vengeance, ou du moins pas au sens simple du terme. C'était plutôt la sensation de reprendre le contrôle de quelque chose que,
sans m'en rendre compte, j'avais laissé s'échapper petit à petit, pendant des années. Les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans un calme qui a surpris Lilia elle-même. Je me levais tôt, je prenais mon petit déjeuner, j'allais travailler. Je rentrais, je mangeais un morceau, je vérifiais l'avancement avec Santiago par SMS, et je dormais. Une routine propre et ordonnée, qui m'a rappelé à quoi ressemblait ma vie avant. Avant d'adapter chaque heure de la journée aux besoins d'une maison qui, apparemment, fonctionnait très bien sans m'inclure dans les décisions importantes. Saria m'a envoyé 2 SMS au cours de ces premiers jours. Le premier message est arrivé le lendemain de mon départ. Elle me disait qu'elle comprenait ma colère, mais qu'elle espérait qu'à mon retour, nous pourrions discuter en adulte. Que le voyage était dans 3 jours, et qu'il serait bon que nous soyons sur la même longueur d'onde avant leur départ. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Le second message est arrivé le jour suivant. Il était plus court. Elle disait que Diana avait demandé après moi, et qu'il serait responsable de ma part de lui donner une explication. Celui-là a fait plus mal que le premier. Non pas parce que c'était vrai, j'avais déjà écrit à Diana directement, et elle le savait, mais parce que c'était le genre d'argument que l'on utilise quand on est à court de munitions. Utiliser sa fille comme moyen de pression était le signe que Saria était bien plus mal à l'aise que ses messages ne le laissaient paraître. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Santiago m'a contacté le 4e jour. Il y avait une offre formelle. Le couple dont il m'avait parlé avait visité l'appartement avec l'agent. Il leur plaisait, et ils étaient prêts à conclure à 98 000 €, avec un acompte de 30%, le reste étant financé par un prêt bancaire préapprouvé. Le calendrier était rapide. Si j'acceptais, nous pourrions signer le compromis de vente dans une semaine, et l'acte de vente définitif environ 3 semaines plus tard. J'ai pris une nuit pour y réfléchir. Pas parce que j'avais de vrais doutes, mais parce que je voulais être absolument sûr que ce que je ressentais n'était pas impulsif, que ce n'était pas de la colère déguisée en décision. Je me suis posé cette question plusieurs fois cette nuit-là, assis dans la chambre d'amis de Lilia, la lumière éteinte. La réponse était toujours la même. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clairvoyance. C'était la reconnaissance d'une situation qui était devant moi depuis bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Que j'avais construit sur un sol qui s'était dérobé sans que personne ne m'en avertisse. Que la place que j'occupais dans cette vie avait été redéfinie sans ma participation. Et que si je ne prenais pas de décision active, je continuerais à être là indéfiniment. À la fois utile et remplaçable, jusqu'à ce que quelque chose de pire qu'un billet d'avion sur une table ne me force à ouvrir les yeux. Le lendemain matin, j'ai annoncé à Santiago que j'acceptais l'offre. Nous avons signé le compromis de vente 3 jours plus tard. Moi, Santiago comme témoin légal, et les acheteurs avec leur agent. Tout était en ordre, tout était documenté, tout respectait scrupuleusement le cadre légal. C'était la bonne chose à faire. Saria, à ce moment-là, faisait ses valises pour le voyage. Ce voyage qu'elle avait organisé avec Diana et avec Uriel. Tous les 3 ensemble, dans l'hôtel que j'avais réservé des mois auparavant, avec ma carte, vers la destination que j'avais proposée, parce que Diana m'avait dit qu'elle voulait voir la mer. J'y ai pensé au moment de signer, et j'ai laissé couler. Pas avec amertume, mais avec ce sentiment étrange et pur de quelqu'un qui fait enfin ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps, et qui n'avait simplement pas trouvé le moyen de le voir clairement jusqu'à présent. Cette nuit-là, Lilia a préparé de la soupe. Nous avons mangé ensemble dans sa petite cuisine, la télévision éteinte, en parlant de choses futiles. D'un voisin à elle qui avait repeint sa porte dans une couleur affreuse, d'une série qu'elle avait commencé à regarder et qui ne la convainquait pas du tout. C'était une soirée tout à fait normale. Et à ce moment précis, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ce que Saria ne savait pas encore, c'est que la procédure était déjà lancée, que les papiers étaient signés. Que l'appartement où elle dormait cette nuit-là, où Diana avait ses affaires, où nous avions vécu pendant 8 ans, avait déjà de nouveaux propriétaires en voie de le devenir légalement. Et que l'appel qui confirmerait le tout arriverait au moment le plus inattendu. Le voyage a duré 5 jours. Je le sais parce que Diana m'a envoyé une photo le 2e jour, une image de la mer, prise depuis ce qui ressemblait à un balcon d'hôtel, avec un court message disant que c'était magnifique, mais qu'elle aurait aimé que je puisse venir. Elle n'a rien ajouté d'autre. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ces quelques mots m'en disaient long sur la façon dont elle gérait la situation. Je lui ai répondu que j'étais content qu'elle en profite, que la mer en valait toujours la peine, et que nous discuterions à son retour. De la part de Saria,
je n'ai rien reçu pendant les 3 premiers jours du voyage. Rien du tout. Pas un message pour demander comment j'allais. Pas un mot sur ce qui s'était passé avant mon départ. Aucun signe indiquant qu'à l'autre bout, quelqu'un se demandait si j'allais bien ou non. Le 4e jour, j'ai reçu une autre photo, mais pas de Diana. C'était une image que Saria avait téléchargée sur son profil, sur une application que nous partagions depuis des années. Le genre d'application où l'on peut voir ce que l'autre publie. Elle ne me l'a pas envoyée directement, elle l'a postée pour que tout le monde la voie. Sur la photo, il y avait elle, Diana et Uriel. Tous les 3 souriant devant la mer, avec le coucher de soleil derrière eux. Une famille au complet, disait le texte écrit en dessous. Une famille au complet. J'ai fixé cette image plus longtemps que je n'aurais dû. Pas par masochisme, mais parce que j'avais besoin de la voir clairement. J'avais besoin qu'elle soit réelle sous mes yeux, et pas seulement une idée que je pourrais continuer à ruminer dans l'abstrait. Cette photo était le résumé de quelque chose qui s'était produit lentement, en silence, sans que personne ne le dise à voix haute. Le remplacement n'avait pas eu lieu le jour où j'ai vu le billet sur la table. Il s'était produit bien plus tôt. Ce billet n'était que le moment où on ne pouvait plus l'ignorer. J'ai fermé l'application, et j'ai continué ma journée. Santiago m'a contacté l'après-midi même pour me confirmer que tout était toujours en ordre avec les acheteurs. Le prêt bancaire avançait sans problème, et le processus respectait le calendrier. Il m'a dit que l'acte de vente définitif serait très probablement signé dans les 10 jours, peut-être un peu moins si la banque accélérait ses procédures internes. Je l'ai remercié et j'ai rangé mon téléphone. Ce soir-là, Lilia et moi sommes allés nous promener après le dîner. Il faisait un peu froid, mais c'était un froid sec, le genre qui vous éclaircit les idées. Nous avons marché dans le parc à 2 rues de chez elle, sans but précis, sans parler de choses importantes. À un moment donné, elle a glissé son bras sous le mien, comme elle le faisait quand nous étions enfants et que nous marchions avec notre mère. Elle ne l'a pas fait par pitié, elle l'a fait pour ce que c'était, de la présence, de la compagnie inconditionnelle. Lors de cette promenade, je lui ai demandé si elle pensait que j'avais pris la bonne décision. Elle m'a répondu par une autre question. Elle m'a demandé si j'avais pris cette décision depuis un état de paix, ou depuis un état de blessure. J'ai réfléchi quelques instants avant de répondre. Je lui ai dit, les deux en même temps. Que j'étais blessé, il aurait été impossible de ne pas l'être. Mais que la décision ne venait pas de la douleur. Elle venait de quelque chose de plus profond. Elle venait du fait de comprendre qu'il y a des choses qu'une fois que l'on voit clairement, on ne peut plus feindre de ne pas voir. Et que continuer à faire comme si on ne les voyait pas, ce n'est pas de la patience ou de la maturité. C'est simplement de la procrastination. Lilia a hoché la tête lentement. Elle a dit, alors, tout va bien. Nous sommes rentrés chez elle, avons bu du thé, et chacun est allé se coucher. Le 5e jour, le dernier du voyage, Saria m'a écrit pour la première fois depuis leur départ. Le message était long, plus long que ce à quoi je m'attendais. Elle disait qu'elle avait eu le temps de réfléchir pendant ces jours-là. Qu'elle comprenait que je me sois senti exclu, et qu'elle aurait peut-être pu gérer les choses différemment dans la façon de m'annoncer l'invitation d'Uriel. Qu'elle le reconnaissait, mais qu'au fond d'elle-même, elle croyait toujours que c'était la bonne chose à faire pour Diana. Et qu'elle espérait que lorsque nous nous reverrions, nous pourrions avoir une conversation d'adultes sur la façon d'aller de l'avant. Je l'ai lu 2 fois. Ce qui a attiré mon attention, ce n'est pas ce qui y était écrit, mais ce qui n'y était pas. Elle ne disait pas qu'elle était désolée. Elle ne disait pas qu'elle avait eu tort. Elle reconnaissait qu'elle aurait pu gérer le comment différemment. Ce qui est une façon élégante de dire, le problème, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais comment je te l'ai dit. Comme si le fond de la décision était toujours juste, et que seule la forme aurait pu être améliorée. Je n'ai pas répondu ce jour-là. J'ai attendu qu'ils reviennent. Ils sont arrivés le lendemain dans l'après-midi. Je l'ai su parce que Diana m'a envoyé un message disant qu'ils étaient à la maison, et que le vol s'était bien passé. Je lui ai répondu que j'en étais content, et que nous discuterions bientôt. Rien de la part de Saria. Cette nuit-là, Santiago m'a appelé. Il a annoncé que la banque avait accéléré la paperasse, et que la signature de l'acte de vente définitif pourrait avoir lieu dans 3 jours, si je confirmais ma disponibilité. J'ai dit oui, j'ai confirmé. Il m'a dit qu'il me verrait jeudi à 10 h, chez le notaire. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis en silence pendant un moment. J'ai pensé à ce qui allait arriver. Non pas avec de l'anxiété,
mais avec cet étrange mélange de lourdeur et de soulagement que procurent les choses difficiles mais nécessaires. Je savais que ce qui se passerait dans ce bureau de notaire jeudi changerait tout. Pas seulement sur le plan légal, mais dans la réalité. Cela changerait l'endroit où Saria vivrait, l'endroit où Diana vivrait, et toute la structure de la vie quotidienne que nous avions construite ensemble pendant 8 ans. Je ne l'ai pas pris à la légère. Je ne l'ai jamais pris à la légère. Mais je savais aussi que l'alternative était de faire marche arrière. De revenir, et de faire comme si le billet sur la table n'avait jamais existé. Comme si la photo d'une famille au complet sans moi n'avait pas été publiée à la vue de tous. Comme si la phrase qu'elle m'avait dite, « Il fait partie de la famille depuis plus longtemps que toi », était quelque chose que l'on pouvait entendre, puis classer dans un tiroir et avancer comme si de rien n'était. Certaines personnes peuvent le faire. J'ai découvert que je n'en faisais pas partie. Le jeudi, je suis arrivé chez le notaire avec 10 minutes d'avance. Santiago était déjà là. Les acheteurs sont arrivés à l'heure avec leur agent. Tout était en ordre. Les documents, les chiffres, les délais, tout correspondait à ce dont nous avions convenu. J'ai signé aux endroits indiqués avec le stylo que la notaire m'a tendu. Une femme à la voix posée, qui vérifiait chaque page avec une attention méticuleuse que j'ai appréciée. Quand j'ai fini de signer la dernière page, elle a tamponné le document, l'a enregistré, et a déclaré que tout était en ordre. 98 000 € allaient être transférés sur mon compte dans les 48 heures, selon les termes convenus. L'appartement ne m'appartenait plus. Je suis sorti de l'étude avec Santiago. Nous nous sommes serrés la main sur le trottoir. Il m'a remercié de ma confiance, et nous sommes partis chacun de notre côté. Je suis monté dans la voiture, et j'ai conduit sans but pendant un moment. Pas parce que j'étais perdu, mais parce que j'avais besoin de ce temps entre ce qui venait de se passer, et ce qui allait suivre. Ce petit espace où l'on peut juste être en transit, sans arriver nulle part pour l'instant. À un moment donné pendant le trajet, le téléphone de Saria a sonné. Je le sais parce qu'elle me l'a raconté plus tard, beaucoup plus tard, quand il n'y avait plus aucun moyen de faire marche arrière. Elle m'a dit qu'elle était dans la cuisine de l'appartement en train de préparer du café quand elle a reçu l'appel. Qu'elle n'a pas reconnu le numéro immédiatement, mais qu'elle a répondu parce que dernièrement, elle répondait à tout, au cas où. C'était le gestionnaire de l'immeuble. Il appelait pour l'informer qu'il avait reçu la documentation officielle du notaire concernant le changement de propriétaire de l'appartement. Que, selon les conditions de vente, les occupants actuels disposaient d'un délai pour effectuer la remise officielle du bien. Qu'il la prévenait à l'avance afin qu'ils puissent s'organiser à temps. Saria m'a dit qu'au début, elle n'a pas compris. Qu'elle a demandé au gestionnaire de répéter ce qu'il venait de dire. Que lorsqu'il a répété, elle est restée figée au milieu de la cuisine, son café à moitié préparé, le téléphone à la main. Et qu'elle a senti le sol se dérober sous elle, même si le sol ne bougeait pas. Elle m'a dit que sa première pensée a été qu'il s'agissait d'une erreur. Qu'il devait y avoir une erreur. Sa deuxième pensée a été mon prénom. Elle m'a appelé immédiatement. J'ai vu son nom sur l'écran. J'ai laissé sonner. Je n'ai pas répondu. Je l'ai rappelé 2 heures plus tard, alors que j'étais déjà garé devant un parc que je ne connaissais pas, dans un quartier où je n'étais jamais allé, avec une tranquillité dans la poitrine que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Elle a répondu à la première sonnerie, et sa voix n'avait plus ce calme qu'elle affichait la nuit où elle m'a montré le billet. Ce calme-là avait complètement disparu. Ce qui avait pris sa place était autre chose. Elle a répondu, et la première chose qu'elle a dite a été mon prénom. Juste ça, Benjamin, avec une intonation que je n'avais jamais entendue venant d'elle. Ce n'était pas encore de la colère. C'était quelque chose qui précède la colère. C'était le son de quelqu'un qui vient de réaliser que le sol qu'il croyait ferme ne l'est pas, et qui ne sait pas encore très bien comment tenir debout sur ce qu'il en reste. J'ai dit « bonjour ». Il y a eu un court silence. Puis elle m'a demandé si c'était vrai, si j'avais vendu l'appartement. Elle m'a posé la question comme s'il y avait encore une possibilité que le gestionnaire se soit trompé, comme s'il existait une explication alternative qui rendrait la situation différente de ce qu'elle était. Je lui ai répondu que oui, c'était vrai. Un autre silence, plus long cette fois. Puis elle a commencé à parler, et les mots sont sortis en désordre, sans la logique habituelle qu'elle donne toujours aux choses. Elle m'a demandé, « Comment as-tu pu faire ça sans me le dire ? Comment as-tu pu prendre une telle décision sans me consulter ? Il y a un enfant qui vit ici. C'est la maison de ma fille.
Tu ne peux pas juste vendre un endroit où vit une famille sans prévenir personne. Je l'ai écoutée jusqu'au bout sans l'interrompre. Quand elle a terminé, je lui ai répondu calmement. Je lui ai dit que l'appartement m'appartenait avant de la rencontrer. Qu'il était à mon nom. Que, légalement, j'avais la pleine autorité pour le vendre sans avoir besoin de son autorisation. Que Santiago avait tout vérifié, et que la procédure était tout à fait en règle. Elle m'a répondu que ce n'était pas une question légale, mais une question de respect. J'ai fait une petite pause avant de répondre à cela. Je lui ai dit qu'elle avait raison. Qu'en effet, ce n'était pas une question légale. C'était une question de respect. Et que, précisément pour cette raison, j'avais agi de cette façon. Parce qu'elle avait pris une décision qui m'affectait directement sans m'en parler, sans me consulter, sans considérer que mon opinion valait la peine d'être entendue. Et que j'avais pris exemple sur elle. Silence. Un silence différent des précédents. Plus lourd. Comme celui qui s'installe quand quelqu'un reçoit un argument irréfutable, mais qu'il n'est pas prêt à accepter. Elle a rétorqué que c'était complètement différent. Que sa décision avait été prise pour le bien de Diana, tandis que la mienne était une forme de représailles. Je lui ai répondu qu'elle pouvait le voir de cette façon si elle le souhaitait. Que chacun nomme les choses de la manière qui lui est la plus confortable. Son ton a alors changé, devenant plus pressant. Elle m'a demandé ce qu'elles étaient censées faire maintenant. Où allaient-elles vivre? Combien de temps leur restait-il avant de devoir partir? Elle posait toutes ces questions en rafale, comme si cela pouvait inverser quelque chose qui était déjà signé et scellé dans le bureau d'un notaire. Je lui ai expliqué les conditions avec le même calme que Santiago les avait expliquées pour moi. Je lui ai dit qu'elles avaient un délai raisonnable pour organiser leur départ. Que le gestionnaire leur fournirait les détails officiels par écrit. Et que j'étais disponible pour discuter de la logistique, lorsqu'elle serait prête à avoir cette conversation sans le poids émotionnel du moment présent. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que je lui parlais de cette façon. Je lui ai demandé comment elle aurait préféré que je lui parle. Elle n'a pas répondu. Ce qu'elle a fait, c'est changer d'angle d'attaque. Elle a parlé de Diana. Elle a demandé, comment vais-je expliquer à ma fille ce qui se passe? Cet enfant a grandi dans cet appartement. Ses souvenirs sont ici. Tu es la personne qu'elle considère comme sa figure paternelle, et ce que tu as fait est un mal que Diana ne mérite pas. Ce fut la chose la plus difficile à entendre. Non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'il y avait une part de vérité là-dedans, mélangée à quelque chose de faux. Diana comptait pour moi. Elle avait toujours compté. Mais utiliser Diana comme bouclier à ce moment précis, c'était exactement la même chose que lorsqu'elle m'avait envoyé ce message me disant qu'il serait responsable de ma part de donner une explication à la petite. C'était l'argument de quelqu'un qui sait que les autres ne fonctionnent plus. Je lui ai répondu que Diana et moi avions une relation directe. Que je lui avais écrit dès le premier jour. Que si elle avait des questions, elle pouvait me les poser. Que cela n'avait pas changé, et n'allait pas changer. Parce que ce qui s'était passé entre Saria et moi était une chose, mais ce que je ressentais pour cette fille en était une toute autre. Saria est restée silencieuse un instant. Puis, elle m'a demandé si je voulais divorcer. C'était la première fois que quelqu'un prononçait ce mot à voix haute. J'ai répondu que oui. Je ne l'ai pas dit avec une froideur calculée ni avec drame. Je l'ai dit comme on énonce une vérité qui était déjà présente avant même d'être nommée. J'ai ajouté que le processus pouvait être ordonné et sans conflit inutile, si nous en décidions ainsi. Que Santiago pourrait nous guider dans les démarches, et que je n'avais aucune intention de rendre cela plus douloureux que ça ne l'était déjà. Un autre silence. Ce fut le plus long de tous. Quand Saria a repris la parole, sa voix avait encore changé. Le ton pressant avait disparu, laissant place à quelque chose s'apparentant davantage à de la fatigue. Elle m'a demandé où j'étais en ce moment. Je lui ai dit que j'étais dans ma voiture, près d'un parc, dans un quartier que je ne connaissais pas. Elle m'a demandé si on pouvait se voir. Elle a dit qu'elle avait besoin de me voir en personne pour parler de tout ça, que le téléphone ne suffisait pas. J'ai accepté, mais j'ai précisé que j'avais besoin que ce soit une vraie conversation, pas une négociation. Que si nous devions nous rencontrer, ce serait pour parler honnêtement de ce qui s'était passé et de ce qui allait suivre, et non pas pour voir si j'allais annuler quelque chose d'irréversible. Elle m'a dit qu'elle comprenait. Nous avons convenu de nous voir 2 jours plus tard dans un café. Elle a suggéré un terrain neutre, en dehors de l'appartement.
Un endroit où nous pourrions tous les deux parler sans subir le poids de l'espace physique. J'ai raccroché, et je suis resté assis dans la voiture, immobile encore un moment. Le parc devant moi avait de grands arbres qui balançaient lentement leurs branches au vent. Il y avait une dame assise sur un banc, donnant du pain à des pigeons. 2 enfants couraient en cercle près d'une aire de jeu, tandis qu'une femme, qui semblait être leur grand-mère, les observait, les mains croisées sur les genoux. Tout était complètement normal dehors. Le monde était toujours le même vieux monde. Cela m'a toujours paru étrange de constater que les choses les plus importantes qui nous arrivent se produisent au beau milieu de journées parfaitement ordinaires. Que le ciel ne change pas de couleur. Que les gens ne s'arrêtent pas de marcher. Que les pigeons continuent à manger du pain, alors qu'à l'intérieur de vous, quelque chose se réorganise d'une façon qui ne sera plus jamais la même. Ce soir-là, chez Lilia, je n'ai pas beaucoup parlé. Je lui ai dit l'essentiel, que j'avais parlé avec Saria, que nous avions convenu de nous voir, et que la conversation avait été ce qu'elle devait être. Lilia a écouté, a hoché la tête, et a demandé si je voulais qu'elle soit dans les parages le jour de cette rencontre. Pas pour participer, juste pour être là. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, que je pouvais gérer ça tout seul. Elle m'a cru, parce qu'elle me connaît. Pendant les 2 jours suivants, j'ai vécu selon une routine que j'ai délibérément maintenue, travail, repas, promenade l'après-midi, dodo à une heure raisonnable. Je ne me suis pas autorisé à ruminer outre mesure. Pas parce que ça ne m'affectait pas, mais parce que je savais que ressasser cela sans cesse dans ma tête ne produirait rien d'utile. Les décisions étaient déjà prises. Ce qui allait suivre n'était que la conversation qui leur donnerait une forme réelle. Le jour de la rencontre avec Saria, je me suis levé tôt comme d'habitude. J'ai pris mon petit déjeuner, je me suis habillé sans trop y penser, et je suis arrivé au café 10 minutes avant l'heure convenue. J'ai commandé un café noir et je me suis assis à une table vers le fond, dos au mur, avec la porte bien en vue. Je ne l'ai pas fait par stratégie, c'est simplement là que je m'assois toujours quand j'arrive seul quelque part. Saria est arrivée à l'heure. Je l'ai vue entrer de loin. Elle avait les cheveux attachés et portait une veste que je lui avais offerte il y a 2 hivers. Je ne sais pas si elle l'a fait consciemment ou non. Probablement pas, mais je l'ai remarqué. Elle s'est assise en face de moi, a commandé de l'eau, m'a regardé, et la première chose qu'elle a dite n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle ne m'a pas blâmé. Elle n'a pas repris les arguments de notre conversation téléphonique. Elle n'est pas arrivée avec une liste de raisons pour lesquelles j'avais tort. Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle avait peur. Qu'elle n'avait jamais imaginé que les choses en arriveraient à ce point. Qu'elle savait qu'elle avait fait des erreurs, mais qu'elle ne comprenait pas comment nous en étions arrivés là si vite. Je l'ai écoutée. Je lui ai dit que ça n'avait pas été rapide. Que ça avait été très lent. Que ce qu'elle voyait comme quelque chose qui s'était produit soudainement s'était en fait construit en silence depuis longtemps. Couche par couche, décision par décision. Dans chaque instant où ma place au sein de cette famille avait été réduite, sans que personne ne mette de mots dessus. Elle m'a demandé pourquoi je n'avais rien dit plus tôt. Je lui ai répondu que j'avais dit des choses. Que je lui avais demandé si elle avait envisagé ce que le voyage me ferait ressentir. Que je lui avais demandé pourquoi elle ne m'avait pas consulté. Mais qu'à chaque fois, je recevais une variante de la même réponse, qu'elle espérait que je sois assez mature, qu'elle savait que je ne comprendrais pas, et que ça ne tournait pas autour de moi. Elle est restée silencieuse. Elle n'a pas nié. Et ce silence m'en a dit plus que n'importe quel discours. Parce que parfois, l'honnêteté ne prend pas la forme d'une confession. Elle prend la forme de ce que quelqu'un ne peut pas contredire, quand vous le lui mettez clairement sous les yeux. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour la faire se sentir mal. Que j'étais là parce que j'avais accepté de l'être, et parce que les problèmes que nous avions à régler méritaient une vraie conversation, et pas seulement des messages et des silences. Que l'appartement était vendu, et que ça ne changerait pas. Que la procédure de divorce pouvait être propre, si nous en décidions ainsi tous les deux. Que Diana était un sujet à part, que je voulais traiter avec soin et respect pour elle. Et qu'au-delà de tout cela, je ne lui gardais aucune rancune. Je l'ai dit, et c'était vrai. La rancune prend une place dans la poitrine, dont j'avais besoin pour autre chose. Saria m'a regardé un moment après que j'ai dit cela. Elle a demandé comment il était possible que je ne garde aucune rancune. Elle ne l'a pas dit avec sarcasme. Elle l'a dit avec une véritable curiosité, qui m'a un peu surpris. Comme si cette partie précise était celle qu'elle avait le plus de mal à assimiler de tout ce que j'avais dit.
Je lui ai répondu que la rancune demande de l'énergie. Que pendant de nombreuses années, j'avais mis toute mon énergie à construire quelque chose. Et que maintenant que cette chose était terminée, je préférais utiliser cette même énergie dans une autre direction. Que porter le poids de ce qu'elle avait fait ou non ne m'aiderait pas à aller là où je voulais aller. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Qu'à un moment donné pendant le voyage, assise face à la mer avec Diana, elle avait pensé à moi. Qu'il y avait eu un instant précis, le 3e jour, où Diana avait dit quelque chose de drôle pendant le dîner, et tout le monde avait ri. Et qu'au milieu de ce rire, elle avait pensé que j'aurais dit quelque chose d'encore plus drôle si j'avais été là. Et que cette pensée l'avait rendue plus mal à l'aise qu'elle ne voulait l'admettre. Je ne savais pas quoi faire de cette information sur le moment. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas une déclaration. C'était simplement un moment d'honnêteté qu'elle avait décidé de partager. Et je n'avais aucun moyen de savoir si cela venait d'un sentiment sincère, ou d'un besoin de trouver quelque chose pour adoucir ce qui se passait entre nous. Je l'ai remercié de me l'avoir dit, et nous avons continué à parler. Nous sommes restés dans ce café pendant près de 2 heures. Nous avons parlé des modalités du divorce, du calendrier pour libérer l'appartement, et de la façon de gérer la situation avec Diana. Nous avons discuté sans crier, sans accusation, et sans aucun des drames que comporte habituellement ce genre de conversation. Non pas parce qu'il n'y avait pas de douleur, il y en avait, mais parce que nous étions tous les deux arrivés à un point où la douleur n'avait plus besoin de faire un scandale pour exister. Nous avons convenu que Santiago rédigerait les termes de base de la séparation, et qu'elle trouverait un avocat de son côté pour les examiner. Que le délai pour libérer l'appartement serait de 45 jours, ce que les acheteurs avaient accepté de respecter conformément aux conditions de vente. Et que je l'aiderais financièrement pour le 1er mois de loyer, quel que soit l'endroit où elle déciderait de déménager. Non pas comme une obligation légale, mais comme une décision personnelle, car Diana était au milieu de tout ça, et cela comptait pour moi. Saria a tout accepté, sans négocier. Cela m'a aussi dit quelque chose. Que quelque part au fond d'elle, il y avait une part qui savait. Qui savait ce qu'elle avait fait et ce qu'elle n'avait pas fait. Que ne rien négocier n'était pas de la résignation, c'était la reconnaissance silencieuse d'une situation contre laquelle elle ne pouvait pas argumenter. Quand nous nous sommes levés pour partir, il y a eu un moment gênant à la porte du café. Aucun de nous ne savait vraiment comment se dire au revoir. 8 ans ne se terminent pas par une poignée de main, mais pas non plus par un câlin qui ne correspond plus à ce que nous sommes l'un pour l'autre. Nous sommes restés là une seconde, dans cet espace inconfortable. Et puis elle a dit, « Prends soin de toi. » Et j'ai répondu la même chose. Et chacun a suivi son chemin. J'ai marché jusqu'à ma voiture sans me retourner. Je me suis assis, j'ai posé mes mains sur le volant, et cette fois, je ne suis pas resté garé. J'ai démarré le moteur immédiatement, et j'ai commencé à rouler. J'avais une visite à faire que j'avais reportée. Diana m'avait écrit ce matin-là, avant que je ne parte pour le café, me demandant si nous pouvions nous voir bientôt. Elle n'a pas dit pourquoi. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je savais pourquoi. Elle voulait parler. Elle voulait comprendre ce qui se passait, avec la clarté dont a besoin une jeune fille de 14 ans, quand le monde des adultes qui l'entourent commence à se réorganiser sans lui demander son avis. Je lui ai répondu que c'était possible l'après-midi même si elle le souhaitait. Elle a dit oui. Nous avons convenu de nous retrouver au glacier à 3 pâtés de maison de l'appartement. Un endroit où je l'avais emmené un nombre incalculable de fois depuis ses 7 ans, quand nous avions découvert que nous préférions tous les deux la glace à la pistache à n'importe quel autre parfum. C'était devenu une blague entre nous, que nous avions gardée pendant des années. Je suis arrivé avant elle. J'ai commandé 2 glaces à la pistache sans lui demander son avis. Quand elle est entrée et m'a vu avec les 2 coupes sur la table, elle a souri d'une façon qui m'a serré le cœur avec une force inattendue. Elle s'est assise, a pris sa glace, et pendant les premières minutes, nous avons parlé de choses futiles. De l'école, d'un contrôle qu'elle avait cette semaine-là, d'un film qu'elle voulait voir. Je l'ai laissé aborder le sujet important à son propre rythme, car ça a toujours été comme ça avec elle. Il ne faut jamais la brusquer. Elle y vient toute seule, quand elle est prête. Finalement, elle a posé sa coupe sur la table, m'a regardé, et m'a demandé si j'allais quitter leur vie. Elle l'a dit exactement comme ça. Si j'allais quitter leur vie, pas la vie de sa mère, leur vie, au pluriel. Je lui ai dit que non. Je lui ai expliqué que ce qui se passait entre sa mère et moi était une affaire d'adultes, liée à des choses qui s'étaient produites entre nous,
et que cela n'avait rien à voir avec ce que je ressentais pour elle. Que ça ne changeait pas. Que ça n'avait jamais changé. Elle m'a demandé si nous allions divorcer. J'ai répondu que oui. Elle a hoché la tête lentement. Elle n'a pas pleuré. Diana n'est pas du genre à pleurer facilement. Elle ne l'a jamais été. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était une chose qu'elle avait apprise des adultes de son entourage. Qu'elle avait appris à traiter les choses intérieurement, plutôt que de les montrer extérieurement. Elle m'a dit qu'elle s'en doutait depuis que j'étais parti avec la valise. Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait à propos de tout ça. Elle m'a répondu qu'elle était triste, mais qu'elle comprenait aussi plus de choses que sa mère ne le pensait probablement. Qu'il y avait des choses qu'elle avait vues et entendues ces derniers mois qui lui avaient donné des informations que personne ne lui avait données directement. Mais qui était là, de toute façon? Je ne lui ai pas demandé de quelle chose il s'agissait. Ce n'était pas mon rôle de le faire. Je lui ai juste dit que si elle voulait parler de quoi que ce soit un jour, peu importe le sujet, elle pourrait le faire avec moi. Qu'elle n'avait pas à me protéger de quoi que ce soit, ni à surveiller ce qu'elle me disait. Que j'étais assez grand pour l'écouter sans m'effondrer. Elle a fixé sa glace pendant un moment. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié depuis. Elle m'a dit que j'étais la personne la plus constante qu'elle ait jamais eue dans sa vie. Qu'elle ne disait pas ça pour me faire plaisir. Qu'elle le disait parce que c'était vrai, et parce qu'elle sentait qu'il était important que je le sache. 14 ans, et une telle lucidité. Je n'ai su quoi dire pendant quelques secondes. Je lui ai dit qu'elle avait aussi été quelque chose de très important dans ma vie. Que d'entrer dans sa vie quand elle avait 5 ans, et de la regarder devenir la personne qu'elle était aujourd'hui, avait été l'un des plus grands privilèges que j'ai jamais eus. Que rien de ce qui s'était passé entre les adultes n'effaçait cela. Nous avons fini la glace en silence. Mais c'était un bon silence. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être rempli. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle m'a fait un long câlin. Plus long que d'habitude. Et je le lui ai rendu avec la même force que toujours. Avec cette force propre aux étreintes des personnes qui savent qu'elles s'enlacent vraiment, et pas juste par convention. Je suis retourné à la voiture en pensant à elle. En pensant aux 9 années écoulées depuis cette première après-midi où je suis allé la chercher à l'école, et où elle m'a demandé si j'allais toujours venir la chercher. À tout ce qui s'était passé entre ce moment et aujourd'hui. À ce que j'avais construit sans demander de reconnaissance, et à ce que j'avais reçu sans m'y attendre. Cet enfant avait tout vu. Elle avait vu qui était là, et qui ne l'était pas. Elle avait vu les nuits de fièvre et l'appareil dentaire, les projets de science, les après-midi de devoirs, et les glaces à la pistache. Elle avait tout rangé quelque part en elle, avec la précision silencieuse des enfants qui apprennent très tôt à observer. Et dans ce glacier, à 14 ans, avec une coupe de glace à moitié mangée, elle me l'avait rendu de la seule manière qui compte, avec la vérité dite à voix haute, sans que personne ne le lui demande. Je suis rentré chez Lilia cet après-midi-là avec quelque chose de différent en moi. Ce n'était pas exactement de la joie. C'était plutôt de la certitude. Le fait de savoir que, indépendamment de tout ce qui s'était passé et de tout ce qui allait arriver, il y avait quelque chose que j'avais bien fait. Quelque chose que personne ne pouvait défaire, parce que ce n'était écrit dans aucun contrat ni dépendant d'aucune signature chez un notaire. C'était inscrit dans la mémoire d'une jeune fille de 14 ans, qui avait décidé de me le dire dans un glacier, un mardi après-midi. C'était suffisant, amplement suffisant. Les jours suivants ont eu une texture différente de tout ce que j'avais vécu au cours des mois précédents. Ce n'était pas du bonheur. Je ne veux pas utiliser ce mot, car ce ne serait pas honnête. C'était plutôt de la solidité. Comme le fait de poser le pied sur un sol qui ne tremble pas. Savoir exactement où l'on se tient, et pourquoi on s'y tient. Ce sentiment dont on ignore l'absence, jusqu'à ce qu'on le retrouve soudainement, et qu'on réalise qu'on marchait sur un terrain instable depuis longtemps, sans jamais mettre de nom dessus. Je suis resté chez Lilia encore 3 semaines, le temps de me chercher un appartement. Je n'étais pas pressé. J'avais les ressources nécessaires pour prendre une décision réfléchie. Et c'est exactement ce que j'allais faire. Chaque matin, je prenais mon petit déjeuner, je regardais les options d'appartement sur une application que Lilia m'avait installée, je notais ceux qui me semblaient intéressants. Le week-end, j'allais les visiter avec une liste de critères qui n'étaient pas compliqués, mais qui étaient les miens, une bonne lumière naturelle, proche du travail, un immeuble calme, et que lorsque j'entrais dans l'espace, je me sente dans un lieu qui pourrait vraiment être le mien. Pas seulement sur le papier,
mais avec le sentiment que vous procure certains endroits lorsque vous imaginez y vivre. La procédure de divorce a avancé en parallèle, avec un calme que je n'avais pas anticipé. Saria avait engagé un avocat, et les deux parties communiquaient par l'intermédiaire de nos représentants légaux respectifs, ce qui était plus propre que n'importe quelle autre alternative. Santiago était précis et clair à chaque étape. Il m'expliquait ce qui allait arriver, ce que cela impliquait, ce que je devais signer ou vérifier. Et je le faisais avec la même attention que celle que j'avais accordée à chaque détail depuis le début. Il n'y a pas eu de bataille juridique, ni de tentative pour compliquer ce qui pouvait être simple. Saria n'a pas réclamé l'appartement, car elle savait qu'elle n'avait aucun fondement pour le faire. Je n'ai rien réclamé qui ne m'appartenait pas. Le processus a été ce qu'il devait être, la conclusion ordonnée de quelque chose qui ne fonctionnait plus. La seule chose que je me suis imposée pendant tout ce temps, c'est de ne pas transformer la douleur en amertume. Il y a une différence entre les deux, qui n'est pas toujours facile à maintenir. La douleur est naturelle. C'est la réponse honnête à la perte de quelque chose qui comptait. L'amertume, c'est autre chose. C'est quand la douleur se fige en un point, et commence à teinter tout le reste. Elle vous fait voir chaque nouvelle chose à travers le prisme de ce qui a échoué auparavant. Elle vous transforme en quelqu'un qui se méfie par défaut, qui attend le coup avant qu'il ne tombe, qui se protège tellement qu'il ne peut plus rien recevoir. Je ne voulais pas de ça. Je ne le voulais pas pour moi, et je ne le voulais pas pour ceux qui m'attendaient. Un après-midi de la 3e semaine chez Lilia, je me suis assis sur sa petite terrasse avec un café, et j'ai juste regardé la rue pendant un long moment, sans penser à rien de précis. C'était un mardi des plus ordinaires. Des voisins passaient, un chien et son maître passaient, une dame avec ses sacs de courses passait. Le monde ordinaire, dans sa version la plus banale. Et à un moment donné, sans raison apparente, j'ai senti que je lâchais prise. Je ne sais pas comment le décrire autrement. C'est comme lorsque l'on porte quelque chose de lourd depuis si longtemps qu'on ne s'en rend même plus compte, et que soudainement on le lâche. Le soulagement ne vient pas de l'acte de lâcher prise, mais du moment où votre corps réalise le poids qu'il n'a plus à porter. Je n'ai pas pleuré. Ce n'était pas dramatique. C'était juste ça, un mardi après-midi, un café, une rue ordinaire, et quelque chose qui a enfin trouvé le moyen de s'en aller. Cette semaine-là, j'ai trouvé l'appartement. Il se trouvait dans un immeuble de 4 étages, dans une rue calme, à 20 minutes du travail. Au 2e étage, avec une fenêtre dans le salon qui donnait sur un arbre. La première fois que je suis entré avec l'agent immobilier et que j'ai vu cette fenêtre avec cet arbre, j'ai pensé à l'appartement que j'avais vendu. Le premier que j'avais acheté, celui qui avait aussi une fenêtre avec un arbre. Je n'y ai vu aucun signe. Je ne suis pas du genre à chercher des signes et des coïncidences, mais je l'ai remarqué et j'ai aimé ça. J'ai signé un contrat de location la semaine même. Un bail renouvelable d'1 an, avec option d'achat si je décidais, à l'issue de cette période, que je voulais le garder. Le prix était raisonnable pour ce qu'il offrait, et correspondait à mon budget sans affecter ma stabilité financière. Le jour de mon déménagement, j'y suis allé seul. Lilia m'a proposé son aide et je l'en ai remercié, mais je lui ai dit que je voulais le faire seul. C'était une chose que j'avais besoin de faire de cette façon. Elle a compris sans que j'aie besoin de lui donner plus d'explications. J'ai pris ce qui m'appartenait, mes vêtements, mes livres, quelques ustensiles de cuisine que j'avais achetés au fil des ans, des outils, des documents. Tout tenait dans la voiture, et il restait même de la place. Cela m'en disait long, aussi, sur la part des choses de cette maison qui était vraiment à moi, et sur mon degré d'appartenance à l'espace partagé. J'ai tout monté en 2 allers-retours. J'ai posé les cartons au centre du salon, j'ai ouvert la fenêtre qui donnait sur l'arbre. De l'air frais est entré, ainsi qu'une lumière d'après-midi qui a traversé l'espace vide pour atteindre le mur du fond. Je suis resté là un moment. Il n'y avait pas encore de meubles, rien sur les murs. C'était un espace complètement vide, qui sentait la peinture fraîche et les possibilités. Et dans cet espace vide, avec les cartons empilés et la lumière de l'après-midi qui entrait par la fenêtre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai senti que cet espace m'appartenait. Pas au sens légal, mais au sens propre. Dans le sens où chaque décision prise entre ces 4 murs serait une décision dans laquelle j'aurais mon mot à dire. Rien n'apparaîtrait sur une table à mon insu. Ma place n'y dépendrait pas du temps qu'une autre personne y aurait passé avant moi, ni de l'appréciation que quelqu'un aurait de mon intégration. C'était à moi, parce que je l'avais choisi. Les jours suivants,
j'ai aménagé l'espace lentement, sans me presser. J'ai d'abord acheté l'essentiel, un lit, une petite table avec 2 chaises, les ustensiles de cuisine de base. Je n'ai pas fait de dépenses folles. Je ne voulais pas remplir l'espace juste pour le remplir. Je voulais que chaque objet qui entre ici soit choisi en conscience, pas par inertie ou par habitude. Un samedi matin, je suis allé au marché, à 4 rues de là. C'était un marché de quartier avec des étals de légumes, une boucherie, et une dame qui vendait des tamales dès 7 heures du matin, avec une file d'attente qui ne comptait jamais moins de 10 personnes. Je me suis mis dans cette file sans me presser. J'ai acheté 3 tamales, je me suis assis sur un banc à l'extérieur pour les manger, avec un café acheté à un stand voisin, et j'ai regardé passer ce samedi matin ordinaire, avec une tranquillité dont je ne me souvenais plus. Diana m'écrivait 2 ou 3 fois par semaine. Parfois, c'était juste un petit mot, une photo de quelque chose qu'elle avait vu, une question sur ses devoirs, ou un commentaire sur une série qu'elle regardait. D'autres fois, c'était plus profond. Elle m'a raconté que le déménagement avec sa mère était stressant, qu'elles avaient trouvé un appartement plus petit mais bien situé, près de son école. Que sa mère allait bien, malgré des jours difficiles. Je ne lui ai pas posé de questions sur Uriel. Elle ne l'a pas mentionné non plus. C'était aussi une forme d'information. Il y a eu une nuit où elle m'a appelé au lieu de m'écrire. Il était presque 22 heures. J'ai répondu immédiatement. Elle m'a dit que tout allait bien. Qu'elle voulait juste entendre ma voix, que la journée avait été bizarre, et que parfois, quand les journées étaient bizarres, les soirées où j'étais dans le salon lui manquaient. Que cela lui manquait de pouvoir sortir de sa chambre et d'être simplement là, sans avoir besoin de rien dire. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement. Nous avons discuté pendant presque 1 heure de choses futiles, de son école, d'une amie qui l'avait fait rire ce jour-là, d'un livre que je lisais et qu'elle voulait lire aussi. Lorsqu'elle m'a dit au revoir, sa voix semblait plus apaisée qu'au début de l'appel. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis dans mon salon, encore peu meublé, éclairé par une lampe que j'avais achetée dans la semaine. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé depuis cette nuit-là. Au moment où Saria m'avait montré le billet sur la table de la cuisine. J'ai réfléchi à la vitesse à laquelle les choses avaient changé. Et pas seulement en apparence. En apparence, c'était évident, une maison différente, une routine différente, une nouvelle structure de vie. Mais c'était aussi quelque chose de plus profond, dans la façon dont je ressentais mes propres journées. L'absence de cette tension sourde, que je ne nommais pas tant que je la portais, mais que je reconnaissais parfaitement aujourd'hui, une fois disparue. J'avais vécu avec cette tension pendant si longtemps que je ne préférais même pas calculer. La tension d'occuper un espace qui rétrécissait, de faire des choses invisibles, d'être présent dans une vie où ma présence était utile mais pas indispensable. D'entendre des « tu ne comprendrais pas » en réponse à des questions légitimes. De voir mon nom exclu des conversations concernant ma propre famille. Tout cela avait disparu. Et à la place, il y avait quelque chose de plus simple et de plus pur, qui n'avait pas besoin d'un nom grandiloquent. C'était juste ça, un salon bien éclairé, une fenêtre avec un arbre, un appel d'une fille de 14 ans qui voulait entendre ma voix après une journée bizarre. Et la certitude tranquille que demain serait une journée que je pourrais vivre selon mes propres règles. Ce n'était pas rien. C'était exactement ce qu'il me fallait. Les mois s'écoulent différemment quand on n'est plus en mode survie. Je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement. C'est venu petit à petit, comme presque toutes les choses importantes. Un jour, j'ai réalisé qu'il s'était écoulé une semaine entière sans que, à aucun moment de la journée, je ne ressente cette petite crispation dans la poitrine que j'avais portée pendant si longtemps. Sans que je ne rentre à la maison en m'attendant à ce que quelque chose me mette mal à l'aise. Sans que je ne vérifie mon téléphone avec un mélange d'appréhension et de peur. Sans que je ne mesure mes mots avant de les prononcer, pour éviter une réponse que je ne voulais pas entendre. Une semaine s'était tout simplement écoulée, et ça avait été une bonne semaine. Le travail était le même que d'habitude. Les itinéraires, les rapports, les réunions, les problèmes qu'on résout, et ceux qu'on remet à plus tard. Mes collègues ont remarqué un changement en moi, bien qu'aucun n'ait mis de mots dessus. L'un d'eux, Elias, avec qui je partage mon bureau depuis 4 ans, m'a dit un midi en mangeant que j'avais l'air reposé. Ce n'était pas une question, c'était une observation. Je lui ai répondu que j'avais fait quelques changements et qu'il fonctionnait. Il a hoché la tête, et nous avons continué à manger. Et c'est tout. Il n'est pas nécessaire de toujours donner des explications.
Le divorce a été finalisé 2 mois et demi après cet après-midi au café. Santiago m'a appelé lorsque les documents finaux étaient prêts, et je suis allé signer un mardi matin, sans rien de particulier pour le distinguer d'un autre mardi. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas un soulagement non plus. Du moins, pas de la manière intense dont on s'imagine que l'on se sent quand une telle chose prend fin. C'était plutôt comme fermer un livre qu'on avait déjà fini de lire depuis des jours. Le point final était déjà là. La signature n'était que le geste physique qui le reconnaissait. J'ai quitté le bureau du notaire, j'ai appelé Lilia pour l'informer, et j'ai continué ma journée. Pendant ces mois, les contacts avec Saria se sont limités au strict nécessaire. Il n'y a eu aucune hostilité, pas d'échange de messages agressifs, pas de tentative pour relancer des discussions déjà closes. Lorsqu'il fallait communiquer sur un sujet précis, nous le faisions brièvement et sans rancune. C'était la relation adéquate pour ce que nous étions devenus, 2 personnes qui avaient partagé une part importante de leur vie, et qui ne partageaient plus aujourd'hui que ce qui était indispensable. Près de 3 mois après le divorce, Saria m'a envoyé un message sans motif particulier. Elle me disait qu'elle avait réfléchi, et qu'elle voulait que je sache qu'elle comprenait mieux ce qui s'était passé. Pas avec les mots exacts d'excuses formelles, mais avec quelque chose qui s'en approchait beaucoup. Elle m'a dit qu'elle avait commis des erreurs qu'elle ne voulait pas voir à l'époque, et que le temps lui avait donné une perspective qu'elle n'avait pas eue jusque-là. Je l'ai lu plusieurs fois. Je lui ai répondu que je l'appréciais, que j'espérais qu'elle allait bien, et que Diana était une fille extraordinaire, ce qui lui revenait aussi en grande partie. Elle n'a pas répondu ce jour-là, mais quelque chose dans cet échange a fermé une porte qui était restée entr'ouverte sans que je m'en sois aperçu. Ce n'était pas une porte importante, plutôt une petite fenêtre par laquelle un courant d'air s'infiltrait encore. Et quand elle s'est fermée, l'espace est devenu plus paisible. Je n'ai jamais eu de nouvelles directes d'Uriel. Diana l'a mentionné en passant, disant qu'il était venu la voir un week-end, et que c'était bizarre. Elle ne s'est pas étendue sur le sujet, et je n'ai pas posé de questions. Ce n'était pas mon histoire. C'était la sienne, et la leur. Et le rôle que cet homme jouerait ou ne jouerait pas dans la vie de Diana serait résolu entre eux avec le temps, sans que je n'intervienne. Ce que je savais en revanche, parce que Diana me l'a dit sans que je le lui demande, c'est que les visites d'Uriel avaient été irrégulières après le voyage. Qu'il y avait des semaines où il appelait tous les jours, et d'autres où il disparaissait sans aucune explication. Que Diana l'aimait, mais qu'elle avait déjà appris à ne pas s'investir émotionnellement dans sa présence, parce que cette présence n'était pas fiable. 14 ans, et elle savait déjà ça. Ça m'a blessé de l'entendre. Pas pour moi, pour elle. Parce que c'est une leçon qu'aucun enfant ne devrait avoir à apprendre si tôt. Et pourtant, tant d'enfants l'apprennent exactement de cette façon, lentement, et en silence, en ajustant leurs attentes à la réalité des adultes qui les entourent. Je lui ai dit que j'étais désolé, qu'elle méritait quelque chose de plus stable que ça. Elle m'a répondu qu'elle le savait, et que c'était pour cela qu'elle appréciait tant ce que nous avions partagé toutes ces années. Nous avons continué à nous voir régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine, en fonction de son emploi du temps scolaire, et de nos occupations respectives. Parfois, nous allions chez le glacier. Parfois, nous nous promenions sans but précis. Parfois, elle venait à mon appartement, s'asseyait sur le nouveau canapé que j'avais acheté le mois précédent, et faisait ses devoirs pendant que je préparais à manger, avec la radio en fond sonore. C'était une routine simple. Et c'était exactement ce dont nous avions tous les deux besoin. Mon appartement commençait à prendre la forme d'un foyer. Comme les espaces prennent forme lorsqu'on les habite avec soin, au lieu de les remplir d'un seul coup. J'y ai ajouté des choses au fil du temps. Une bibliothèque que j'avais trouvée dans une brocante, et que j'avais poncée et vernie moi-même un samedi après-midi. Une plante que Lilia m'avait offerte, et qui, contre toute attente, était toujours vivante 3 mois plus tard. Des photos sur les murs. Pas beaucoup, seulement celles que je voulais vraiment voir en entrant dans une pièce. L'une de ces photos était de Diana. Elle avait 7 ans sur la photo. C'était un jour où nous étions allés au parc, et elle avait trouvé un lézard qu'elle avait attrapé avec une bravoure qui m'avait surpris. Et j'avais pris la photo presque à son insu. Elle regardait le lézard avec une concentration absolue, et un sourire à peine esquissé, qui lui ressemblait tellement. Je l'ai mise dans le salon, près de la fenêtre avec l'arbre. Elle y est toujours. Au fil du temps, j'ai repris des activités que j'avais délaissées, sans même m'en rendre compte. J'ai recommencé à lire régulièrement. Chose qui, au cours des dernières années de mon mariage, s'était réduite à presque rien,
car il y avait toujours une urgence à régler. J'ai recommencé à me promener le dimanche matin, dans un grand parc à 15 minutes de chez moi. J'ai renoué avec des amis que je voyais de moins en moins. Cette diminution progressive de la vie sociale, qui arrive quand on est trop investi dans la dynamique d'une maison, et qu'on ne réalise pas ce qu'on sacrifie au passage. Elias et moi avons commencé à aller manger à l'extérieur le vendredi, une petite habitude sans importance, mais qui m'a ancré à quelque chose de concret et de positif dans la semaine. Lilia et moi nous appelons tous les 2 ou 3 jours. Parfois pour un bon moment, parfois juste pour quelques minutes, pour s'assurer que l'autre va bien. C'est la relation que nous avons toujours eue, et c'est l'une des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissant dans cette vie. D'avoir quelqu'un qui est là, inconditionnellement, sans tenir les comptes. Un de ces soirs, alors que nous étions au téléphone, Lilia m'a demandé comment j'allais. Pas comme une salutation, mais comme une vraie question. J'ai dit, bien. Et cette fois-ci, quand je l'ai dit, il n'y avait aucune couche cachée sous ce mot pour le contredire. Elle m'a dit qu'elle l'entendait à ma voix. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait exactement. Elle a répondu que je sonnais comme moi-même. Je ne savais pas quoi répondre sur le coup, mais après avoir raccroché, j'ai repensé à cette phrase. Je sonnais comme moi-même. Comme si, à un moment donné au cours de ces dernières années, j'avais cessé de sonner comme moi-même, sans que personne ne me le dise, et sans que je ne m'en aperçoive vraiment. Et comme si, maintenant, lentement et sans prévenir, j'étais redevenu reconnaissable aux yeux des gens qui me connaissent vraiment. De tout ce qui s'est passé, c'est ce qui m'importait le plus. Pas la vente de l'appartement, pas la clôture de la procédure légale, ni aucun des gestes posés en silence lorsque j'avais pris la décision de changer les choses. Ce qui m'importait le plus, c'était de sonner à nouveau comme moi-même. Il y a une chose que j'ai comprise pendant tout ce temps, et je ne saurais dire exactement quand je l'ai comprise. Ce n'était pas à un moment précis, mais à travers une multitude de petits moments accumulés. J'ai compris que le respect ne se négocie pas à voix haute. On ne le réclame pas en utilisant les bons mots. Et on ne le gagne pas non plus en étant suffisamment patient, suffisamment mature, ou suffisamment compréhensif. Le respect est là, ou il ne l'est pas. Et quand il n'est pas là, aucune présence constante, aucune facture payée, aucune nuit blanche, aucune année sacrifiée ne le créera, si l'autre personne n'a pas décidé de vous l'accorder. Je ne dis pas cela avec de l'amertume. Je le dis pour ce que c'est, une vérité. Et c'est une vérité qu'il faut du temps à voir clairement, parce qu'on a envie de croire qu'un effort soutenu finit par produire les résultats qu'il mérite. Parfois c'est le cas, parfois non. Et savoir faire la distinction entre les deux est probablement l'une des choses les plus difficiles, et les plus nécessaires qui soient. Il m'a fallu plus de temps que je ne l'aurais voulu pour le voir, mais je l'ai vu, et ce fut suffisant pour changer tout ce qui devait être changé. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez donné tout ce que vous aviez, pour finalement vous sentir superflu, alors vous savez exactement de quoi je parle. Et si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, la seule chose que je puisse vous dire est celle-ci, le silence est aussi une réponse. Et parfois, la décision la plus puissante que vous puissiez prendre ne s'annonce pas, ne se discute pas, et ne se négocie pas.